bonjour et merci à tous d'être venus. Comme vous avez pu le voir, on va vous présenter une conférence avec 3 intervenants qui vont chacun vous présenter leur activité professionnelle, évidemment associée au digital. Le but à travers cette présentation, c'est de vous montrer tous les débouchés qu'offre donc le parcours Bustin, qui là pour l'instant cette année est encore sous le nom de licence professionnelle du commerce. Et donc on va vous présenter, ils vont vous présenter tour à tour leurs activités respectives, et le SEO, le SIA et le marketplace, qui vous décriront exactement ce que c'est au fur et à mesure de l'avancée. Pour les remercier d'être venus et respecter leur présentation, je vous demande juste de fermer vos ordi et d'éviter les téléphones, parce qu'ils ont pris leur temps pour venir et vous présenter donc ce qu'ils font du temps sur leur activité professionnelle, donc c'est un minimum que j'ai accepté. Et ensuite, donc là c'est pour la fin. À la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions, donc vous pouvez présenter mes quelques questions au fur et à mesure des présentations. Et à la toute fin, encore une fois, il y aura un QR code pour un questionnaire qui servira d'appel, parce qu'il y aura votre nom et prénom qui sera demandé dans le questionnaire. Donc essayez d'y répondre tous, parce que ça servira d'appel et ça répond d'avoir une absence sur une conférence sur laquelle vous êtes. Voilà, donc merci à tous et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Anna Belgeland et je viens ici vous présenter mon parcours d'études dans un premier temps, puis ensuite, et le métier que j'exerce aujourd'hui au sein de l'agence Nooks à Senon. Alors, moi je passe depuis le parcours scolaire, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir que même si on n'a pas été directement dans des études économiques ou commerciales, on arrive quand même au final à avoir le métier qu'on souhaite. Donc moi j'ai un bac littéraire, puisque de base j'étais partie pour la environnementale. Voilà. Après quelques péripéties, je me suis pas retrouvée. J'ai fait un BTS MUC, donc management d'activité commerciale, en alternance, et du coup c'est à ce moment-là dans ma vie que j'ai découvert le e-commerce au sein de l'entreprise dans laquelle j'effectuais mon alternance. Donc c'était une entreprise qui avait des sites internet de vente de literie en ligne, et il développait ensuite une agence web également avec les mêmes gérants, sur laquelle je suis passée quand je suis passée ici en licence e-commerce et marketing au sein de l'unité d'Orléans. Donc, d'abord dans ces sites e-commerce, j'ai découvert le monde du web, ce qu'on peut faire sur un site internet, de tous les métiers qui se situent autour aussi. Et j'ai eu la chance aussi, depuis que je suis arrivée un petit peu au début de l'entreprise, de choisir un petit peu qu'est-ce qui me correspond le plus entre la partie commerciale, service client, gestion de commande, etc., comparé à la partie communication, publicité en ligne et également intégration sur les places de marché et les comparateurs. Donc je suis restée 5 ans en tout dans cette entreprise, jusqu'à avoir une envie personnelle qui est de m'envoler vers le Canada, chose que j'ai faite. Et ensuite, donc, je suis revenue en plein Covid, j'ai mis un petit peu de temps avant de retomber sur les pattes, mais du coup, depuis juin 2021, je travaille au sein de l'agence Nooks à Senon. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu quel est mon métier dans cette agence, qui est très différent du métier dans lequel j'avais dans mon ancienne agence. Dans mon ancienne agence, on gérait surtout les marketplaces et les comparateurs de prix, donc il y avait beaucoup de gestion de flux, des catalogues produits sous forme de fichiers Excel qu'on va adapter à nos différents supports. Et là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est complètement différent, bien que ça s'appelle toujours du web marketing, c'est la gestion de campagnes Google Ads, Microsoft Ads et aussi tout ce qui est Meta, etc. Donc, j'imagine que vous savez à peu près tous qu'est-ce que Google Ads. Non? Okay. Alors en fait, une recherche sur Google, vous tapez vos mots que vous souhaitez rechercher dans la barre de recherche, vraiment très basique. Il y a les 4 premières annonces du haut et les 3 dernières annonces du bas qui sont notées annonces. Donc en fait, ça c'est des emplacements payants au coût par clic. Donc en fait, on paye
paye dès que quelqu'un clique sur l'annonce. Et le but, en fait, ça va être de... si je travaille pour un site on va donner un exemple de vitres pour les cheminées, eh bien, je vais faire en sorte que quand un utilisateur recherche les vitres de cheminée sur Google, et que ça soit mon client à moi qui arrive en première position. Voilà. En gros. Alors, on va faire une démonstration express. Donc là, mon cher collègue d'à côté a inscrit vitres de cheminée sur Google. Et donc, on voit que les 4 premiers résultats, là où il y a marqué annonce juste à côté, ça c'est de la publicité Google Ads. Donc en fait, c'est vraiment définir des mots-clés, on va aller créer des annonces. Comme ce que vous voyez là, c'est des annonces. Les mots-clés, c'est ce qu'on tape dans la barre de recherche. Et donc ces annonces-là, quand on clique, elles vont arriver sur une page de destination qui est également travaillée pour favoriser les conversions. Les conversions, c'est soit des achats pour un site e-commerce, soit remplir un formulaire si c'est un site de lead. Enfin, voilà, il y a tout un tas de conversions qui peuvent exister. Et là, en l'occurrence, c'est des sites e-commerce, donc la conversion, ça va être l'achat. Vous voyez le troisième lien, vitrecheminée.fr, ça c'est mon client. Et en fait, là, on va faire un petit avant-goût de qu'est-ce que Google Ads. En fait, on peut définir différentes stratégies d'enchères. Donc, différentes stratégies qu'on donne à Google. Quel est notre objectif? Donc là, notre objectif, c'est d'avoir un maximum de conversions. Et là, du coup, la recherche sur ce navigateur-là, cette personne n'a jamais fait de recherche pour avoir des vitres de cheminée. Donc Google estime que le processus de conversion n'est pas assez proche pour que notre annonce apparaisse en premier. Ou alors après, ça peut être aussi une question de budget. Un concurrent qui va mettre énormément de budget va apparaître devant. Ou s'il va avoir vraiment tous les mots-clés de la recherche et qui sont mieux faits que les nôtres. Il va y avoir tout un tas de causes, et c'est aussi mon métier d'analyser pourquoi on n'apparaît pas en première page ou pourquoi on apparaît en première page. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça c'est mon métier, mais c'est pas que ça mon métier, puisqu'en fait, en travaillant dans une petite agence, donc moi mon agence elle est petite, hein, on est 4, dont 2 alternants, donc on n'est vraiment pas nombreux. En fait, il y a toute la partie annexe qui est aussi très intéressante de savoir combien coûte mon travail. Si je travaille pour un client, combien je vais lui facturer. Toute cette partie-là, aussi l'élaboration de devis, si on doit faire un audit de la publicité sur les sites internet, tout ça. Donc il y a aussi une partie comptable, entre guillemets, parce que c'est pas de la comptabilité, c'est vraiment de faire le travail de A à Z. Il y a beaucoup de relations clients, puisqu'en fait, moi, mes clients, ils me payent pour mon service, du coup, qui est de l'élaboration des campagnes, etc. Et donc, ils vont avoir des questions, des optimisations, ou tout un tas de choses qu'ils souhaitent faire. Et donc, ils vont me contacter pour ça. Il y a la partie publicité, donc ça, c'est vraiment la gestion des campagnes, des annonces, des mots-clés, toute cette partie-là qui est assez intuitive, on va dire. Et il y a aussi une énorme partie d'analyse et de préconisation, puisque quand j'envoie mes rapports mensuels à mes clients, je vais leur proposer, voilà, sur cette campagne-là, on voit que ça a moins bien fonctionné, on a vu l'an dernier qu'à cette période, ce n'était pas la période forte de l'année, donc est-ce qu'on va baisser, est-ce qu'on va augmenter, etc. Donc voilà, il y a la gestion des campagnes, il y a aussi beaucoup de relations clients, il y a aussi beaucoup de retours sur mon travail, donc devoir justifier un petit peu ce qui a été fait, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait l'entièreté de mon métier. Voilà. Du coup, bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Moi, je vais vous parler de la partie complémentaire au SEO, qui est donc le SEO. On verra un petit peu plus en détail en quoi ça consiste et quel est l'intérêt de faire du SEO pour tous les sites et pour toutes les entreprises. Pour vous présenter un petit peu qui je suis, mon parcours, pour vous dire comment est-ce que j'atterri jusqu'ici. De base, moi, après le bac, je suis parti faire une licence de mathématiques au Canada, donc absolument rien à voir avec le digital. Donc ça vous montre aussi que le digital,
c'est pas parce que vous prenez un chemin que vous pouvez pas y arriver. Et du coup, je suis revenu en 2017 pour faire ce qu'on appelle un master en e-business, dans lequel j'ai donc appris le SEO, le SIA et tout ce qui est lié à la gestion de projet. Vous verrez sûrement dans votre programme. Mon quotidien à l'heure actuelle, c'est accompagner des clients, que vous pouvez voir à l'écran. Certains, vous les connaissez peut-être, d'autres pas forcément, sur leur stratégie organique pour driver du trafic sur leur site. Et ça se fait via diverses manières. Donc on verra ça un petit peu plus loin. Et une autre partie de mon travail, c'est d'être ce qu'on appelle le team lead. C'est-à-dire que je gère aussi des consultants SEO au quotidien dans leurs besoins auprès des clients, sur les interventions effectuées et même des fois sur la qualité du travail qui peut être rendu. Je vous donnerai quelques exemples après. Mais c'est aussi pour vous dire que les métiers digitales, c'est pas que de la prod. Vous avez une grande partie aussi que vous pouvez faire en management et aussi en gestion de projet. Donc c'est quelque chose d'assez transverse. Comme je le disais un petit peu plus tôt, donc l'introduction a été faite sur le SIA. Il y a une grande synergie qui existe entre le SEO et le SIA et je vais vous montrer juste après comment. Du coup, le SEO, c'est quoi? Je pars du principe que vous n'avez pas forcément entendu parler du terme, sauf si je vous dis le contraire. Okay. Du coup, je vais passer après. Ça, c'était un gif. Après. Donc, l'exemple qui vous a été montré il y a 5 minutes, comme vous pouvez le voir ici, c'est une recherche qui a été effectuée, qui est sur acheter du parfum en anglais. Et donc en fait, toutes les zones rouges, c'est le travail du SIA, c'est-à-dire de positionner des résultats de recherche. En haut, comme on vous a montré, vous avez aussi les encarts de produits que je pense que vous voyez assez souvent quand vous faites de recherche au quotidien. Tout ce qui est en rouge, il faut payer pour être affiché. Donc c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est qu'il y a une notion d'enchère qui est importante. Alors que sur le SEO, donc c'est la partie qui est en bleu, vous n'avez pas à payer, c'est-à-dire c'est votre site qui automatiquement va aller rentrer dessus. Pour tous ceux qui ont entendu parler de dropshipping ou création de site internet, le SEO est à ne pas forcément négliger parce que ça reprend pas mal de points, qu'on verra après, qui sont importants aussi sur votre campagne SEO et sur la visibilité globale de votre site. Est-ce que c'est clair ou pas? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier a des grandes règles et que le moteur de recherche évolue. Vous avez à droite le moteur de recherche avant, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui l'aient connu comme ça. Et vous avez le moteur de recherche maintenant. Vous avez énormément d'informations avant même que vous cliquiez sur un résultat. Si vous tapez météo à Bordeaux, vous allez avoir la température sans même cliquer sur un résultat. Du coup, il y a un véritable enjeu sur comprendre le moteur de recherche, comprendre qu'est-ce qui est affiché, qu'est-ce qui n'est pas affiché, et comment ressortir en première position. L'enjeu est là. Si je fais un sondage rapidement dans la salle, combien de personnes vont cliquer sur la page 2 des résultats? Voilà, donc je pense que ça résume à peu près la situation. Donc il y a un gros enjeu, et plus vous êtes premier, enfin plus vous êtes en meilleure position, plus vous avez de clics, et du coup plus votre site va vendre. C'est règle simple. Donc voilà, donc là c'est le métier, c'est vraiment comprendre le moteur de recherche, et il n'y a pas de meilleur moyen que de monter vos propres sites, si jamais ça vous intéresse. Du coup, comme je le disais, le métier du SEO, c'est comprendre le moteur de recherche, mais vous avez des grands piliers. Vous avez la partie technique qui correspond grosso modo à est-ce que votre site est en ligne et n'a pas de page 404 pour éviter le quotidien. Vous avez tout le contenu sur la page qui est du coup, le texte pour ranker. Donc ça a un grand impact. Il y a énormément de choses à faire, surtout sur les variations de langue à l'international. C'est un grand sujet. Après, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, il y a tout ce qui est conversion sur la page, qui peut être aussi attribué au SEO, mais des fois c'est une section à part dans certaines entreprises, qui est que, ok, on a fait arriver du coup notre prospect sur la page, comment on le fait acheter, comment on le fait faire remplir un lead.
Donc ça aussi, c'est un métier qui est parfois attribué au SEO, mais qui peut être aussi un métier à part. Et après, comme je le disais, vous avez toute la partie gestion de projet qui demande énormément de temps quand on est sur des grands clients type la paire ou Boulican que vous avez pu voir avant, qui est de comprendre les besoins en interne et de mettre en place une stratégie. Donc c'est important de maîtriser son métier pour être crédible. Du coup, juste une question rapidement, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lancé des sites internet dans la salle? Ok, pas longtemps. Du coup, normalement, pour ceux qui les ont lancés, Google Analytics, ça doit vous parler. La Search Console, ça devrait normalement vous parler, c'est pas le cas, vous pouvez regarder. Mais dans le métier du SEO, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Je ne vais pas les passer un par un, mais vous avez énormément d'informations qui sont disponibles et qui sont utilisées sur le métier du quotidien. Vous avez sur la plupart des plateformes des accès gratuits que vous pouvez utiliser si jamais ça vous intéresse. Il y a toute la suite Google aussi qui est gratuite, donc n'hésitez pas à aller faire vos tests. Si vous avez des doutes sur le métier ou même sur les outils ou qu'est-ce qu'on en fait avec, il y a plein de choses à savoir dans les outils et ces derniers sont assez complets. Du coup, en termes de stratégie, je vous disais, il y a de la gestion de projet, c'est important de connaître votre métier, donc le métier de SEO en particulier. On va auditer un site, donc ça c'est la première base assez classique. Après, on va analyser les résultats pour voir quelle action on peut mener derrière. Typiquement, si je vous donne des exemples, sur la Terre, on a revu l'arborescence, on a revu la création de pages, la partie contenu pour aller chercher des requêtes sur lesquelles ils n'étaient pas présents. Et une fois que vous avez fait toutes ces actions, j'espère que ton repas n'est pas cassé. Donc je disais, une fois qu'on a fait toutes ces actions, évidemment on doit monitorer, puisque c'est une boucle. Et on doit derrière prouver les résultats. Donc demain, si vous avez un site X et que vous faites des actions, il est important de montrer au client que vous avez fait, je ne sais pas, plus de 30% de trafic et que ce dernier, du coup, gagne des sous. Et ça va vous permettre d'itérer en boucle, étant donné que le moteur de recherche évolue constamment. C'est important de rester à la page et de faire vivre son site, parce que c'est un des critères. Voilà. Et ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'équipe chez Labellium. Donc, on était 7, on est passé à 15 cette année. Il y a beaucoup de profils différents. Il y en a qui adorent écrire, il y en a qui adorent faire de la technique, il y en a qui adorent une partie que je n'ai pas mentionnée, qui est le deep-thinking. Il y en a qui font que de la gestion de projet. Donc, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont couverts et tous les profils sont les bienvenus. Parce que tous les profils, en fait, ont leur propre touche à apprendre. Donc voilà. Et ça, c'est une slide avec quelques clients, juste pour vous montrer qu'on a beaucoup de cosmétiques, on a beaucoup de e-commerce et on a surtout des groupes qui sont à l'international, donc il y a une vraie problématique de langue, que ce soit en anglais ou ailleurs. Donc voilà, le quotidien n'est jamais le même et c'est évidemment possible d'intervenir sur plusieurs clients en même temps. Voilà. Bonjour à tous. Bonne app. Enchanté, moi c'est Samuel, j'ai 22 ans et je travaille chez Film Manager. Je suis en charge de l'équipe retail du coup, qui accompagne les marques et les distributeurs sur les marketplaces. Donc, pour parler un petit peu de mon parcours, pour le coup j'ai pas fait de licence e-commerce, j'ai pas eu cette chance, j'ai fait STAPS. Ça, je pense que vous connaissez. Et ensuite j'ai fait une école de commerce dans le sport où j'étais à Bordeaux puis après à Londres. Donc aucun cours sur le digital ou quoi que ce soit. Et je suis tombé un peu par hasard dans le e-commerce et j'ai
trouvé, par hasard, oui, non, j'ai postulé. J'ai postulé dans une entreprise qui s'appelle Spacefoot, qui est basée à Paris. Et en gros, pour expliquer un peu l'histoire de l'entreprise, c'est qu'ils ont créé des sites, enfin, un service pour les sites et pour les clubs amateurs. Donc c'est l'aide à la création de sites pour les clubs amateurs de foot, de hand, de tennis ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, ils ont fait grossir la communauté. Et ils se sont dit, bon, il y a plein d'emplacements publicitaires sur ces sites-là, comment on va les monétiser? On va créer une régie publicitaire. À la suite de ça, ils ont mis à disposition à ces clubs des boutiques e-commerce. Et via les boutiques e-commerce, en fait, ils ont commencé à avoir un catalogue encore plus gros de produits. Ils ont proposé du flocage, de la personnalisation. Et à la suite de ça, du coup, sur ce gros catalogue, ils se sont dit, ok, bon, on va créer des sites e-commerce encore. Et on va viser d'être leader dans un sport en particulier. Pour ceux qui connaissent peut-être, il y a Handball Store, Direct Volley, donc voilà, c'est leader en France sur cette partie-là. Et ils se sont spécialisés dans la pêche, dans le golf, dans plein d'autres domaines. Et suite à ça, du coup, avec un catalogue, ils sont passés de 100 000 références, 300 000 références, 400 000, maintenant ils sont à 1 million. Ils se sont dit, ok, il faut qu'on en fasse quelque chose et on va le vendre sur les marketplaces. Est-ce que ça parle à tout le monde des marketplaces? Ouais, oui, non. Il y a quand même. Les marketplaces, en fait, c'est vraiment comme un supermarché ou comme un marché tout court, en fait. Vous dites qu'il y a plein d'intervenants, plein de commerçants qui peuvent venir au même endroit. C'est Amazon. Donc Amazon, quand vous achetez sur Amazon, vous n'achetez pas uniquement à Amazon. Vous achetez aussi à des vendeurs tiers, comme Spacefoot ou comme Adidas, Puma ou autre. Donc voilà. Donc moi je suis arrivé chez Spacefoot, je suis resté 2 ans, je suis arrivé au moment au démarrage des marketplaces et on avait lancé 3 marketplaces, donc c'était eBay, Rakuten et Amazon. Et on a fini à une vingtaine de marketplaces françaises et internationales. Donc c'est aussi un super outil en fait la marketplace pour avoir des données marché à l'international et sur des marketplaces spécialisés. Si je vous donne des exemples, j'ai donné l'exemple d'Amazon, mais on a aussi la Redoute, Leroy Merlin, Mano Mano qui est basé à Bordeaux aussi, donc c'est aussi pas mal d'opportunités au niveau de l'emploi. Donc voilà. À la suite de ça, j'ai voulu quitter Paris, je suis arrivé à Bordeaux et j'ai intégré Feed Manager en tant qu'account manager sur des clients plus côté acquisition, donc plus orienté SIA, ce que vous avez vu en fait auparavant, Google, Facebook. Et à la suite de ça, je suis devenu manager d'une équipe et ensuite j'ai eu l'opportunité de créer mon équipe sur la partie marketplace. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Feed Manager? On fait, dans notre ADN, en fait, c'est le catalogue produit. Donc, tout part du catalogue produit, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de produit, vous ne faites pas d'e-commerce. Et on dit souvent qu'on fait du SEO dans du SIA, c'est-à-dire qu'on va optimiser le contenu de façon à répondre aux attributs demandés par les marketplaces, mais aussi par Google, Facebook, Instagram, TikTok maintenant. Et plus on a un contenu enrichi, plus l'algo va prendre en compte ces données-là qu'on va envoyer et va nous mettre en avant dans la publicité. Ça ne se joue pas juste sur des enchères où plus on met d'argent, plus on va ressortir. Maintenant, la gestion de campagne elle est de plus en plus automatisée par Google, par exemple. Et du coup, la qualité du contenu du catalogue devient hyper primordiale. Donc ça, c'est pour la partie acquisition. Pour la partie Drive to Store, tout à l'heure, on a vu avec les vitres de cheminée, c'est ça? On a déjà fait vitres de cheminée, on a vu qu'il y avait, c'est pas peut-être la perche, je sais pas s'ils vendent des vitres de cheminée, non, pas la perche. Rico Dépôt ou peu importe, qui était à 500 mètres à bord de lac, peut-être 1 km, et qui proposait 7 vitres de cheminée en magasin. Ça, c'est du Drive to Store. Donc en fait, ça devient un enjeu pour les marques, pour les retailers, de faire venir du monde en magasin. Et avec Google, maintenant, on a la capacité de mesurer l'impact et les visites en magasin grâce au digital. Et donc voilà. La data intelligence, c'est des programmes que nous, on met en place pour des clients qui sont assez matures sur le sujet, pour justement aller plus loin dans l'optimisation du catalogue, pour travailler avec des solutions
d'agrégateurs de flux. Donc, c'est-à-dire qu'un agrégateur de flux, c'est on prend le catalogue d'un client qui est brut et on va l'adapter aux différents canaux, donc Google, Facebook, Amazon encore une fois. Et donc SmartFields que vous voyez là, c'est une entité du groupe qui est un agrégateur de flux et qu'on a acquis pour renforcer notre accompagnement. Et du coup, la marketplace. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que je viens de vous parler. Pour parler plus loin de la marketplace, vous avez en fait deux types de vendeurs sur les marketplaces. Vous avez les marques et les distributeurs. Un distributeur va vendre plusieurs marques, une marque vend juste sa marque. Dans les métiers de la marketplace, je l'explique en 4. Vous allez travailler chez l'annonceur, c'est-à-dire que vous pouvez travailler directement chez la marque ou chez le distributeur pour justement optimiser le catalogue, intégrer les catalogues, avoir des sujets comme du service après-vente, la logistique. Il n'y a pas juste la partie intégration, juste avant, voilà, il y a la création des références, le sourcing des produits, pourquoi je vais pousser tel produit parce qu'il marche mieux sur Amazon ou autre. Il y a le côté agence que je vous ai présenté. Il y a le côté marketplace. Donc aujourd'hui à Bordeaux, on est quand même bien servi en termes de marketplace française. Il y a Cdiscount, Mano. On a aussi des belles sociétés qui travaillent sur les marketplaces. Donc c'est un beau vivier pour le digital et pour la marketplace. Et la partie outils externes qu'on présentait juste avant. Voilà, à partir du moment où vous travaillez sur un domaine particulier, vous avez besoin d'outils externes pour notamment faire de l'audit, faire de la recherche sur le champ sémantique, les termes de recherche les plus utilisés, et pour les utiliser à bon escient. Ça, c'est notre accompagnement. Du coup, on va avoir un accompagnement qui veut s'adapter à toute typologie de clients, de la stratégie à la gestion quotidienne. Donc, par exemple, un client qui a un site e-commerce et qui se dit je vais aller sur les marketplaces mais je ne sais pas comment faire, nous on lui donne les clés du coup pour l'accompagner et pour l'amener à le faire correctement. La partie cataloguing, je vous en parlais, donc c'est récupérer le flux de données du client pour l'adapter à la marketplace. La partie brand performance, en fait les marketplaces, leur souhait c'est aussi d'avoir principalement des marques, parce que c'est elles qui ont le plus de budget en fait finalement dans la vente sur les marketplaces. Et du coup, ils mettent à disposition des sortes de features qui vous permettent de faire des mini-sites sur Amazon, du contenu amélioré, du contenu plus visuel, d'ambiance, etc. La partie advertising, en fait, gérer une marketplace, c'est comme gérer un site e-commerce. C'est vachement complet et du coup, vous pouvez aussi faire de la publicité sur les marketplaces. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Amazon est le moteur de recherche avant Google. Donc c'est un peu le projet qu'ils ont en Europe. Mais en tout cas, chaque marketplace l'a plutôt bien compris et va monétiser en fait les emplacements payants pour mieux se rémunérer. Donc nous, on gère aussi des campagnes publicitaires pour générer plus de ventes sur les marketplaces. Et ensuite, la partie monitoring, donc c'est travailler avec les AM des différentes marketplaces pour des OP, des promos, des codes promos ou de la configuration de solde. Ça va être de la négociation parce que la marketplace prend une commission sur chaque vente qui va être de 10 à 20%. Donc c'est quelque chose qui est bien moins rentable que des canaux de trafic classiques comme Google. Et du support stratégique avec du dashboarding, etc. Donc ça, c'est des exemples de cas qu'on a eu avec certains clients. Donc, typiquement avec Azaro, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit ok, on est sur Amazon, mais on veut savoir comment on est placé. Est-ce que nos fiches produits sont optimisées? Est-ce qu'on est bien par rapport à la concurrence? Est-ce qu'on est leader sur le marché? Et en fait, avec nos outils internes et externes, on est en capacité en fait, de répondre à ce genre de demande et de dire ok, typiquement sur les requêtes à Azaro, vous ressortez à 29% et on constate que Versace prend 4% de vos parts de droit. Donc ça c'est un exemple, mais c'est un accompagnement vraiment strat et pas du tout opérationnel qu'on peut réaliser sur la marketplace. Donc voilà.
pense outillage, un peu moins sexy, mais pour le coup hyper intéressant parce que du coup pour la petite histoire, c'est un client qui faisait des marchés justement avec une espèce de camionnette qui vendait ses clous et ses vis sur les marchés. Et ils ont fait un catalogue, ils ont commencé à se lancer sur le e-commerce et ils se sont lancés ensuite sur les marketplaces. Et donc là aujourd'hui c'est un client qui est énorme et qui a une super belle histoire parce que du coup ils ont grossi grâce au marketplace. Et ils ont une strat hyper intéressante parce que du coup ils vont faire du sourcing de nouveaux produits, ils vont aller faire envoyer leur stock chez Amazon pour gagner en efficience sur les délais de livraison. Et ils s'apprêtent à vendre du coup dans d'autres pays et se développer à l'international. Donc voilà, merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser aux intervenants? Ouais, on va faire. Vous avez parlé de processus de conversion. Je n'ai pas compris ce que c'était. Voilà. Alors, c'est qui a parlé? Ok, c'est juste pour pouvoir te regarder un petit peu. En fait, Google travaille beaucoup avec son machine learning, donc l'intelligence artificielle de Google. Et donc, on va avoir des stratégies d'enchères intelligentes. En fait, on peut très bien dire à Google, moi, ce que je veux, c'est payer mon clic maximum d'un centime. Mais ça, c'est une stratégie assez basique. C'est celle qui était historiquement celle de Google Ads. Mais maintenant, Google a appris de lui-même, a appris de toutes les recherches de tous les utilisateurs dans chaque pays, etc. Ils sont capables maintenant de nous proposer des stratégies d'enchères intelligentes sur les conversions, c'est-à-dire, moi, mes stratégies d'enchères, il y a beaucoup de clients, ça va être beaucoup maximiser les conversions. Donc, ça veut dire à Google, pour mon budget, je veux le maximum de conversions. Je ne veux pas des clics ou être visible à chaque recherche, non, ce que je veux, c'est des conversions. Il y a aussi maximiser la valeur de conversion. Et donc là, on va dire à Google, moi, ce que je veux, c'est, je ne veux pas avoir 5 conversions, je veux que mes conversions, elles soient à hauteur de tant d'euros. Alors, ce n'est pas à hauteur de tant d'euros, c'est plus sur le système des retours sur investissement. Donc, pour 1 euro investi, combien j'en récupère? Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne peut pas paramétrer directement dans Google. Et c'est ce qui fait un petit peu l'aspect intéressant du métier. Parce que sinon, c'est bien de pouvoir optimiser certaines choses pour pouvoir apprendre aussi, avoir des réels apprentissages de notre travail, de ce qu'on fait. Et du coup, voilà, donc Google, vu qu'il c'est quand même le moteur de recherche numéro 1, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, par rapport à l'historique des recherches et à tout ce qui s'est passé sur ce moteur de recherche, il va nous proposer des stratégies intelligentes. Et donc, quelqu'un qui va taper qu'est-ce qu'une vitre de cheminée, je ne vais pas apparaître. Parce que du coup, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une vitre de cheminée. Donc, l'intérêt n'est pas là. S'il va chercher vitre de cheminée, bon, là il est au début. Acheter une vitre de cheminée, il est encore plus proche. Acheter une vitre de cheminée de telle marque, encore plus proche, etc. etc. Et en fonction de la précision de la recherche, on va apparaître ou pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais. Question globale, avec le développement de l'intelligence artificielle, beaucoup d'automatisation, quel est l'avenir des métiers du digital? Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à se voir remplacé par des robots, par tout simplement des sites qui vont directement assistance à l'entreprise et qui n'ont plus besoin d'agence? Alors, j'ai parlé pour ma partie, mais je pense que vous avez à peu près tous entendu parler d'OpenAI récemment, et de ChatGPT, par exemple. En fait, demain, ça c'est une partie du métier, c'est la production. Demain, il y a un gros enjeu sur la stratégie, c'est-à-dire que certes, le client va être capable de manipuler, d'écrire ses contenus, aucun problème. Demain, le consultant doit l'aider aussi dans l'utilisation de cet outil, qui n'est pas, c'est pas l'outil le plus complexe, hein, mais c'est quand même utilisé, bien renseigné. Et surtout, où est-ce qu'on va? L'outil, il ne va pas pouvoir te donner une strat demain,
il faut travailler ça et ça sur ta landing page, ça il va pas être capable. Par contre, il va être, on va dire, ton bras droit sur la production. Et c'est plus sur cette partie-là où l'automatisation ne prend pas, sur la prod. Par contre, il y a toujours un enjeu sur la strat, sur la gestion de projet et sur le management, parce qu'il y a toujours un sujet sur les équipes. Voilà. Du coup, sur Google Ads, c'est la complexité du moment. C'est-à-dire que Google Ads adore qu'on le laisse faire. Donc, il propose des campagnes intelligentes qui sont tout sauf intelligentes. Voilà. Et il propose aussi des optimisations. Donc, tous les mois, il faut passer sur chaque lien de chaque client pour aller nettoyer un peu les optimisations. Et en fait, dans ces moments-là, on se rend compte que c'est vraiment incroyable, l'intelligence artificielle, je suis pas contre. Par contre, il faut appliquer des humains derrière pour gérer un petit peu le truc, puisqu'on a des choses incohérentes qui nous sont proposées dans les optimisations. Si c'était fait de manière automatique par l'outil, ça serait vraiment problématique pour les sites derrière. Et il y a des exemples assez parlants, où par exemple Google va nous dire oui, alors là il faut vraiment augmenter le budget, c'est vital, donc vous augmentez le budget, donc vous doublez le budget, et puis vous aurez 0,2 conversions de plus par semaine. Donc du coup, là dans ces cas-là, il faut obligatoirement avoir un humain derrière qui talonne et qui dit oui d'accord, vous doublez le budget pour avoir 2 fois plus de conversions ou un peu moins de conversions, mais plus de visibilité, tout ça, ça peut être discutable. Par contre, voilà, il y a des optimisations qui sont proposées qui sont stupides. Mais oui, en effet, c'est une des problématiques, c'est que l'automatisation est très pratique, mais jusqu'à une certaine limite, et du coup, il ne faut pas aller au-delà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste encore des questions? Non, par contre, on avait quelques questions aussi. Vas-y, Alexandre. En fait, pour la plupart des gens qui font des écoles de commerce dans le business du sport ou STAPS, en général, ils veulent travailler dans les grands clubs de foot, des grands clubs de rugby ou autre. Moi, c'était pas forcément mon cas, je voulais juste je trouvais le côté digital et la vente de produits vraiment hyper intéressant. Le côté équipementier qui m'intéressait beaucoup. La différence entre l'annonceur et l'agence, pour le coup, c'est qu'on voit énormément de clients, énormément de secteurs différents, et en fait, il y a l'aspect stratégique qui est vraiment intéressant. Et ça me fait pas mal au cœur de plus travailler dans le sport. Au contraire, du coup, j'apprends beaucoup et je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Donc ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par tout hasard? Donc nous, on a une petite question à vous poser. Donc c'est par rapport à vous deux qui avez fait des études dans le digital. Est-ce qu'il y a une matière qui vous semble maintenant un petit peu indispensable et qui vous sert vraiment encore dans votre travail de tous les jours? Alors, du coup, déjà, moi j'ai eu la chance de faire la licence e-commerce et marketing ici, donc j'avais quand même beaucoup plus de cours en relation avec le digital que dans mon ancien BTS, et du coup, c'est e-commerce. Donc ça c'était l'avantage. En fait, toutes les matières sont intéressantes et ça dépend surtout du métier que vous allez faire par la suite. Parce qu'ici, il y a des cours de Google Ads, et si vous faites de la gestion de marketplace, les cours de Google Ads, c'est toujours intéressant de savoir, mais vous n'allez pas pousser. Et c'est pareil pour... ici, il y a un projet, donc de création de site, de référencement, tout ça. Moi, la création de site, je l'ai un petit peu survolée, mais je n'ai jamais poussé à l'intérieur. Mais quelqu'un qui va au final être développeur, ça va être plus intéressant. C'est ça, c'est un peu compliqué, puisque dans le web,
même dans le web marketing, qui est quand même plus spécifique, il y a plein de métiers différents. Donc voilà, c'est pas évident de répondre, parce qu'en fait, ça dépend de chaque personne. Par contre, je trouve très important de parler. Donc, en ce moment, pour être connu, le personal branding, vraiment rédiger de bons contenus, et du coup, mes collègues du SEO ne vont pas dire le contraire. Toutes ces choses-là, c'est primordial. Et c'est peut-être pas quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent. Et alors ça, par contre, ça me tient à cœur. Je trouve ça fou que dans les études, que ce soit même au lycée, il faudrait apprendre à combien coûte mon temps, qu'est-ce qu'une facture, qu'est-ce qu'un devis, comment, toutes ces choses-là un petit peu de la vie réelle du commerce. Parce qu'en fait, quand on arrive dans le monde du travail, on se dit un peu, oui, alors du coup, pour la facture client, oui, ben, combien je coûte, comment ça se passe, tout ça, donc toutes ces informations-là, je trouve que c'est important. Mais après, au-delà de ça, oui, ça dépend en fait de chaque personne où il veut aller. Et puis, moi, du coup, j'ai posté sur Marketplace et sur Google Ads, donc je ne même pas sur moi de où c'est où je voulais aller. Pour ma part, je dirais qu'il y a une matière qui est importante, je suis obligé de passer le programme, mais c'est pas grave. C'est la gestion de projet. La gestion de projet que vous décidez. C'est rapide. Je disais, donc, la gestion de projet que vous décidiez de faire du SEO, du SIA, chez l'annonceur, en régie, où vous voulez. La gestion de projet, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si demain, vous ne savez pas gérer vos tâches ou votre temps, vous allez avoir des petits soucis, tant pour votre sommeil que sur la pression que vous allez avoir. Et l'autre point, mais qui n'est jamais au programme, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on vous montre. C'est-à-dire que, je parle pour le SEO, un site internet, à l'année, ça vous coûte 100 € et du temps. Si demain vous voulez apprendre le SEO, vous montez un site. Si demain vous voulez apprendre du SIA, recherchez en ligne. Il y a énormément d'informations, vous avez des profs, vous avez plein de choses. Demain, faites par vous-même. Et une chose à savoir, c'est que demain, à la fin de la licence, sur le papier, vous valez autant que votre voisin. Ce qui vous différencie, c'est ce que vous avez fait à côté, c'est ce que vous avez vu, ce que vous savez faire. Et ça, c'est vous qui le faites, c'est pas les profs qui vont faire pour vous. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté et merci à vous pour vos témoignages.